Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Depuis Dubaï, le Premier ministre libanais Nawaf Salam a présenté une nouvelle vision pour l'avenir du Liban, fondée sur la souveraineté et les réformes comme seule voie de salut. Un message clair, l'État libanais doit redevenir la référence unique. Depuis la tribune du sommet mondial des gouvernements 2026 à Dubaï, le Premier ministre Nawaf Salam a tracé les grandes lignes de la nouvelle étape pour le Liban. La souveraineté et la réforme, a-t-il affirmé, sont les piliers pour sauver le pays et restaurer la confiance. Il a clairement dit « Nous sommes engagés dans la voie des réformes et dans la restauration de la souveraineté du Liban ». La souveraineté permettra à l'État d'exercer son autorité sur l'ensemble de son territoire et de rétablir la confiance internationale dans l'économie libanaise. Le chef du gouvernement a insisté sur le fait que le Liban a retrouvé le contrôle de la décision de guerre et de paix, soulignant que, pour la première fois depuis 1969, l'armée libanaise impose une présence opérationnelle complète dans le sud. Nous ne permettrons plus d'entraîner le Liban dans de nouvelles aventures. Le coût de la guerre de soutien à Gaza était extrêmement lourd, a insisté Salam. Selon lui, la modernisation de l'administration et le retour de la stabilité renforcent la confiance des pays arabes et de la diaspora et encouragent les investissements. Enfin, Nawaf Salam a invité les pays arabes à participer au sommet de soutien à l'armée libanaise à Paris, soulignant que le Liban a besoin de leur appui. Le chef du gouvernement libanais s'est donc exprimé lors du sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Le sommet a ouvert ses travaux sous le thème anticiper les gouvernements du futur avec une participation internationale record et une forte présence libanaise. Dubaï devient cette semaine la capitale mondiale de la gouvernance. Le World Government Summit 2026 a officiellement ouvert ses travaux, réunissant plus de 150 gouvernements autour d'un même objectif, penser les États du futur. Du 3 au 5 février, plus de 6250 participants sont attendus, dont 60 chefs d'État et de gouvernement, plus de 500 ministres, ainsi que des experts, chercheurs et responsables du secteur privé. Le sommet comprend 445 sessions et conférences animées par plus de 450 intervenants et rassemble 87 lauréats des prix scientifiques internationaux. Au cœur des débats, la gouvernance mondiale, le développement durable, la prospérité économique, les transformations urbaines et démographiques, ainsi que les nouvelles opportunités offertes par les technologies et l'innovation. 25 forums internationaux, plus de 45 réunions ministérielles et la publication de 36 rapports stratégiques jalonnent cet événement d'envergure mondiale. Le Liban est représenté au plus haut niveau. Le Premier ministre Nawaf Salam est arrivé à Dubaï, où il a été accueilli par les autorités émiraties et les représentants diplomatiques libanais. Parallèlement à Doha, le ministre libanais de l'Information, Paul Mourkos, participe au Web Summit Qatar 2026. Il intervient dans une session intitulée Démocratie Under Pressure, consacrée à la lutte contre la désinformation et au rôle de l'intelligence artificielle dans la protection d'une information fiable. Deux rendez-vous internationaux, une même ambition, bâtir des gouvernements plus résilients, innovants et transparents pour demain. Nouvelle étape dans la reprise en main du nord-est syrien par Damas. Un couvre-feu a été imposé dans la ville kurde de Qamishli, où les forces gouvernementales se déploient conformément à un accord qui met fin de facto à l'autonomie kurde dans la région. Silence total dans les rues de Qamishli. Depuis ce matin, un couvre-feu de 24 heures est en vigueur dans cette ville à majorité kurde du nord-est de la Syrie. Les commerces sont fermés, les places désertes et les forces de sécurité kurdes sont déployées en nombre. Sur les devantures, des drapeaux kurdes rappellent une autonomie, aujourd'hui menacée. Cette mesure a précédé l'entrée d'une colonne de forces gouvernementales syriennes composée d'un nombre limité de soldats et de véhicules. La veille, les forces de Damas sont déjà rentrées dans la ville voisine de Hasakeh, en vertu d'un accord qui prévoit l'intégration progressive des institutions et forces kurdes au sein de l'État syrien.
Un accord qui met un terme aux espoirs d'une zone autonome kurde instaurée pendant la guerre civile. Selon les responsables kurdes, seule une force de sécurité limitée doit être déployée et non l'armée régulière. Les puissantes forces démocratiques syriennes, fer de lance de la lutte contre l'organisation d'État islamique, seront désormais intégrées aux forces syriennes. Parallèlement, des troupes gouvernementales se déploient autour de Kobane, symbole de la résistance kurde contre l'État islamique en 2015. Le président Ahmad al-Sharia, arrivé au pouvoir après la chute de Bachar al-Assad, entend reprendre le contrôle de tout le territoire. Avec ce déploiement, il ne reste plus qu'une région hors de son autorité, Souaïda au sud du pays, un tournant historique pour les Kurdes de Syrie. Le président iranien Masroud Pezeshkian a mandaté son chef de la diplomatie pour ouvrir des négociations directes avec les États-Unis sous médiation régionale. Des discussions qui pourraient se tenir dès vendredi en Turquie dans un contexte de fortes tensions et de répression en Iran. Le président iranien Masroud Pezeshkian a annoncé avoir confié à son ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, la mission de négocier directement avec les États-Unis. Selon une source informée, ces discussions pourraient se tenir dès vendredi en Turquie grâce à la médiation de l'Égypte, du Qatar, d'Oman et d'Ankara. À Washington, Donald Trump s'est dit confiant sur la possibilité d'un accord après avoir fait planer la menace d'une intervention militaire et déployer des navires dans le Golfe. Les deux pays, ennemis depuis plus de 40 ans, tentent de renouer le dialogue par intermédiaire. Des consultations ont déjà eu lieu avec plusieurs capitales régionales. Au cœur du différend, le programme nucléaire iranien. Les États-Unis exigent l'arrêt total de l'enrichissement d'uranium, tandis que Téhéran défend son droit à une filière civile et réclame en échange une levée des sanctions. En Iran, la contestation est toujours violemment réprimée. Les autorités ont annoncé l'arrestation de 140 ressortissants étrangers dans le centre du pays lors des manifestations déclenchées fin décembre. Selon l'agence Tasnim, ces personnes auraient participé à l'organisation, l'incitation et à la conduite des émeutes en lien avec des réseaux extérieurs. Aucune nationalité n'a été précisée. Les protestations initialement liées au coût de la vie se sont transformées en un vaste mouvement de contestation contre le pouvoir. Les autorités iraniennes reconnaissent plus de 3000 morts, mais affirment que la majorité étaient des membres des forces de sécurité ou des passants. Selon les ONG, plus de 42 000 personnes ont été arrêtées et 6 850 morts ont été confirmés, en majorité des manifestants. Plus de 17 000 décès supplémentaires seraient encore en cours d'examen. Dans ce climat explosif, un violent incendie s'est déclaré ce matin dans un bazar du quartier Jannat Abad, à l'ouest de Téhéran. Selon les pompiers, le feu est visible depuis plusieurs quartiers de la ville. D'épais nuages de fumée noire ont envahi le ciel, tandis que les secours tentaient de maîtriser les flammes. La cause du sinistre reste inconnue. À plus de 2000 mètres d'altitude, dans le froid mordant des Alpes, les chasseurs alpins français s'entraînent à l'extrême patience, endurance et rusticité. Immersion dans un module grand froid, alors que les tensions géopolitiques ravivent l'intérêt stratégique des zones arctiques, dans la neige, le silence et la précision. À Sainte-Foy-Tarentaise, en Savoie, une vingtaine de chasseurs alpins progressent lentement, couchés dans la neige ou debout dans des tranchées creusées à même le sol gelé. À près de 2000 mètres d'altitude, ils s'entraînent au combat en milieu de grand froid. S'envoleront-ils bientôt pour le Groenland ? À les entendre, ils l'ignorent, mais tous s'y préparent. Issus de 3 bataillons différents, ces soldats participent à un module dédié aux tireurs d'élite et de précision. Leur mission ? Atteindre à balles réelles des cibles invisibles à l'œil nu, parfois à plus d'1 kilomètre de distance. Température, pression atmosphérique, vent. Ici, le froid modifie la balistique et impose des calculs constants. Les chasseurs opèrent en binôme. Un tireur et un spotter chargés d'observer, mesurer et corriger. Quand le tir atteint sa cible, un mot fuse dans l'air glacé. Pour lutter contre le froid, les soldats sont équipés de doudounes grand froid, de sous-vêtements techniques et de rations lyophilisées. Mais l'essentiel se joue ailleurs, dans la résistance mentale. Spécialisée dans le combat en montagne et par conditions climatiques extrêmes, la 27e brigade d'infanterie de montagne revendique une capacité unique.
pouvoir remplir ses missions sur des terrains escarpés, quelle que soit la météo. Un savoir-faire qui prend une résonance particulière alors que les tensions autour du Groenland s'intensifient. Le président Emmanuel Macron évoque un réveil stratégique pour l'Europe dans un contexte où les zones arctiques deviennent des espaces militaires sensibles. La France a déjà envoyé des éléments précurseurs de l'armée de terre, dont des chasseurs alpins, sur ce territoire en grande partie recouvert de glace, et déployé des bâtiments militaires dans la zone. Quand le brouillard empêche les tirs, l'entraînement continue autrement. Ski joring, creusement de tranchées, construction d'igloo ou exercices tactiques face à un ennemi fictif. Il faut de la force physique, mais surtout de la patience et de la rusticité. La première nuit en igloo dans le blizzard est impressionnante. L'autonomie est essentielle. Les chasseurs alpins doivent être capables de tenir seuls, longtemps, dans des environnements isolés. C'est sûr que pour être efficace face à l'ennemi, il faut déjà lutter face au milieu. Donc ce milieu, c'est certes le froid, mais pas que. Voilà, ça va être aussi peut-être le fait de savoir nous déplacer, donc maîtriser tout notre équipement pour pouvoir nous déplacer, de maîtriser notre équipement pour pouvoir stationner, durer dans la montagne. Et puis la finalité, c'est combattre. Si l'armée française n'a plus été engagée récemment dans des pays froids, elle multiplie les exercices avec ses alliés nordiques, Norvège, Finlande, Suède ou Allemagne. Le climat change rapidement. Il suffit qu'il y ait du brouillard ou des choses comme ça, on va pouvoir l'utiliser pour nous s'infiltrer. On va suivre études de terrain avec un cap et un azimut et on va pouvoir travailler, s'infiltrer alors que le drone ne pourra pas voler parce qu'il n'aura aucune visibilité. On peut utiliser le relief, c'est plus dur de trouver quelqu'un caché dans un relief que dans un grand découvert. Dans le silence des sommets enneigés, les chasseurs alpins se préparent à l'extrême. Un entraînement discret mais stratégique, à l'heure où le froid redevient un enjeu militaire majeur. Et enfin, le Japon fait face à des chutes de neige d'une ampleur exceptionnelle. Depuis 2 semaines, ces intempéries ont causé la mort de 30 personnes, principalement dans le nord du pays. Les autorités ont déployé l'armée pour venir en aide aux populations isolées. Depuis mi-janvier, une vague de froid intense frappe le Japon, provoquant des chutes de neige 2 fois supérieures à la normale le long de la mer du Japon. Le bilan est lourd, 30 morts en 2 semaines selon les autorités. Jusqu'à 4,5 mètres de neige se sont accumulés dans certaines zones. Les agents municipaux sont dépassés et l'armée a été appelée en renfort pour porter assistance aux habitants, notamment aux personnes âgées. Parmi les victimes, Kina Jin, 91 ans. Elle a été retrouvée ensevelie sous 3 mètres de neige devant son domicile. Face à l'urgence, la première ministre Sanae Takaichi a convoqué une réunion extraordinaire du gouvernement pour mobiliser tous les moyens nécessaires. Les autorités alertent désormais sur les risques de chute de neige depuis les toits et d'effondrement de bâtiments. Alors que les tempêtes se poursuivent, le Japon reste en alerte maximale pour éviter de nouvelles tragédies. En note finale, dans les campagnes indiennes, une révolution silencieuse est en marche. Loin des grandes métropoles, des milliers de jeunes et surtout des femmes participent aujourd'hui au développement de l'intelligence artificielle, une transformation numérique qui change leur quotidien sans les obliger à quitter leur village. Dans un village du Jharkhand, à l'est de l'Inde, Chandmani Kreketa, 27 ans, partage son temps entre les champs et son ordinateur. Le jour, elle aide sa famille à cultiver tomates et pois. La nuit, elle supervise une équipe d'annotateurs, ces petites mains qui alimentent l'intelligence artificielle en données. Sa formation poussée en informatique, elle l'a appris sur le tas. Un travail qui lui a permis de finir ses études et de soutenir sa famille. Comme elle, des milliers de jeunes femmes des campagnes ont rejoint cette nouvelle armée numérique. Selon l'entreprise américaine Scry AI, l'Inde compte au moins 200 000 annotateurs, soit la moitié du total mondial. Dans le sud du pays, Indu Nadarjan classe des images pour entraîner les voitures autonomes. Elle travaille depuis son village et s'en dit fière. Beaucoup partent des grandes villes. Moi, je peux rester ici. Les grandes entreprises technologiques investissent des milliards dans le pays. Mais pour l'instant, l'IA indienne se développe surtout dans les petites villes et les villages. Même si ce travail est répétitif, il ouvre de nouvelles perspectives. Pour beaucoup, c'est une porte vers l'indépendance et un changement de mentalité. Dans les campagnes indiennes, l'IA ne se contente pas de transformer la technologie. Elle transforme aussi des vies. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.